Bonjour à tous, et bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Vous allez adorer celle-ci. Alors imaginez un peu, vous accueillez quelqu'un chez vous, vous lui ouvrez votre porte, vous souriez pendant toutes ces petites phases, vous hochez poliment la tête pendant qu'il explique en gros que toute votre carrière est une blague, et puis, retournement de situation, vous découvrez que vous avez discrètement financé la vie même qu'il utilise pour vous mépriser. Oui. Prenez une seconde pour réaliser ça. On a tous déjà rencontré ce genre de personne, pas vrai? Celle qui a soudainement découvert que le système est corrompu, après 3 semaines avec un nouveau groupe d'amis et une vidéo TikTok sur le capitalisme. Super éclairé. Très courageux. Surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui paie les factures. Bon, je ne dis pas que ce qui s'est passé ensuite a été parfaitement géré, honnêtement, personne dans cette histoire n'est totalement irréprochable, mais je dirais quand même que certaines personnes ont besoin d'entendre certaines vérités à voix haute. Alors installez-vous, parce que cette histoire ne déçoit absolument pas. Ma belle-fille se moque de mon travail en entreprise parce qu'il est trop capitaliste, mais heureusement qu'elle ne l'aime pas, ça m'évite de payer son université puisque son père est fauché. J'ai 51 ans et je travaille comme responsable des affaires réglementaires dans une entreprise de biotechnologie. Ce n'est pas un métier glamour, mais il est bien payé et je le trouve utile. J'ai épousé mon premier mari à 23 ans. Nous étions amoureux depuis le lycée. Nous avons eu un fils quand j'avais 25 ans. Quand notre fils avait 7 ans, ils sont tous les deux morts dans un accident de voiture. Je n'aime pas trop repenser à ça, mais c'est important pour l'histoire. La seule « bonne » chose, entre guillemets, c'est qu'ils sont morts sur le coup et n'ont pas souffert. C'était il y a presque 20 ans. Les années suivantes ont été très difficiles. J'ai pris un congé de mon travail. Je suis resté plusieurs mois chez mes parents parce que je ne supportais pas d'être seul dans notre maison. Finalement, je suis retourné travailler. Je me suis jeté à corps perdu dans ma carrière parce que c'était tout ce qu'il me restait. J'ai rencontré mon mari actuel il y a 6 ans lors d'une conférence de l'industrie pharmaceutique. Il possède une petite entreprise de fourniture médicale. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés il y a 1 an, même si nous étions déjà ensemble depuis 5 ans avant cela. Mon mari a une fille qui a maintenant 18 ans. Sa mère est partie quand ma belle-fille avait 10 ans, juste après la finalisation du divorce. Le divorce a eu lieu parce qu'elle avait une liaison avec quelqu'un qui travaillait avec mon mari. Elle a déménagé à l'autre bout du pays et n'a eu que très peu de contact avec ma belle-fille depuis. Mon mari a élevé seul sa fille pendant les 8 dernières années. Quand mon mari et moi avons commencé à sortir ensemble, ma belle-fille semblait bien accepter la situation. Nous allions au cinéma ensemble et je l'aidais pour ses dissertations de candidature à l'université. Pendant des années, tout s'est bien passé entre nous parce que je n'ai jamais essayé de remplacer sa mère. Les changements ont commencé il y a environ 4 mois. Ma belle-fille a commencé un nouveau semestre au lycée et s'est liée d'amitié avec un nouveau groupe. Ces nouveaux amis sont très impliqués dans l'art, la musique et le théâtre. Ça ne me dérange pas du tout, je n'ai rien contre la créativité, mais avec ces nouvelles fréquentations, ma belle-fille a commencé à adopter une attitude très particulière. Elle a commencé à faire des remarques sur les emplois en entreprise. Elle disait que le travail aux États-Unis était conçu pour écraser la créativité. Beaucoup de jeunes traversent des phases où ils rejettent les valeurs de la génération précédente. Je me souvenais d'avoir eu 18 ans et de croire que j'avais tout compris, mais ces remarques sont devenues plus fréquentes et plus ciblées. Elle rentrait de l'école en me racontant que le père d'une amie avait quitté son emploi pour devenir professeur de poterie. Elle a commencé à diriger ses remarques directement contre moi. Elle me demandait si je trouvais parfois mon travail vide de sens. Elle lançait des phrases du genre « Je ne pourrai jamais faire ce que tu fais, j'ai besoin de me sentir vivante ». J'ai essayé d'avoir une conversation sérieuse avec elle. Je lui ai expliqué que chacun trouve un sens différent à sa vie. Je lui ai expliqué que mon travail dans les affaires réglementaires aide à garantir que les dispositifs médicaux sont sûrs pour les patients. Je lui ai dit qu'il y avait de la dignité dans tout travail honnête. Elle hochait la tête, mais le lendemain elle recommençait. Mon mari a parlé à sa fille à ce sujet. Elle présentait des excuses sans conviction, puis le cycle recommençait. Il y a 3 semaines, nous nous sommes disputés à ce sujet. Je ne me souviens même plus de ce qui a déclenché la dispute, mais je lui ai dit que son jugement constant était blessant et irrespectueux. Elle m'a répondu que j'étais trop sensible et qu'elle avait le droit d'avoir une opinion sur le capitalisme et la culture d'entreprise. La conversation n'a rien résolu. Après ça, elle a cessé de me parler autrement que pour le strict minimum. Samedi dernier avait lieu la fête de remise de diplôme de ma belle-fille. Mon mari et moi l'avons organisée à la maison. Nous avions invité environ 40 personnes, y compris les amis de ma belle-fille, quelques voisins et de la famille. Nous avions fait beaucoup d'efforts pour lui montrer que nous étions fiers d'elle pour l'obtention de son diplôme. En milieu d'après-midi, ma belle-fille et environ 6 de ses amis se sont rassemblés sur la terrasse arrière. Plusieurs parents se trouvaient à proximité. J'étais dans la cuisine en train de remplir les seaux à glace quand j'ai entendu la voix de ma belle-fille à travers la fenêtre ouverte. Elle parlait de ses projets universitaires. Elle a été acceptée dans une université d'arts libéraux située à environ 3 heures de route. Elle prévoit d'étudier le théâtre avec une mineure en écriture. Elle racontait à quel point elle était impatiente de pouvoir enfin, vraiment étudier, au lieu de se préparer à un travail sans intérêt.
Ils ont commencé à commenter à quel point c'était triste que la plupart des gens finissent dans des emplois de bureau ennuyeux où ils comptent simplement les heures jusqu'à la retraite. Je suis sorti pour poser la glace sur une table. Ma belle-fille m'a vu et n'a pas arrêté de parler. En fait, elle a même élevé la voix. Elle a lancé qu'elle était reconnaissante d'avoir découvert ce qu'elle voulait faire avant de se retrouver piégée par le système. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer se réveiller tous les jours pour aller s'asseoir dans un bureau et obéir aux ordres d'une entreprise qui ne se soucie pas de vous comme personne. Une amie a mentionné que sa mère travaillait dans les ventes pharmaceutiques. Ma belle-fille a conclu par « au moins, elle n'a pas fini comme l'OP, dans un travail où, en gros, tu aides juste les grandes entreprises riches à devenir encore plus riches en déplaçant des papiers ». Plusieurs personnes ont entendu ça. La mère de son amie avait l'air mal à l'aise. Mon mari se trouvait à l'autre bout du jardin et n'avait rien entendu. Ma belle-fille a continué. Elle affirmait qu'elle avait de la chance de pouvoir vivre une vraie vie, pleine de créativité et de sens, au lieu de devenir un robot d'entreprise. Elle parlait au groupe, mais me regardait du coin de l'œil. Mon mari est entré et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai raconté ce que ma belle-fille venait de dire. J'ai vu sur son visage une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il m'a assuré qu'il allait gérer la situation. Je lui ai demandé d'attendre parce que je voulais m'en occuper moi-même. Je suis retourné dehors. Ma belle-fille était toujours au centre de la conversation avec ses amis. Je me suis approché du groupe et j'ai commenté que j'étais heureuse qu'elle soit aussi enthousiaste à propos de l'université. J'ai ajouté que j'espérais qu'elle profiterait pleinement de ses études dans une école qui coûte 58 000 $ par an, et que j'étais certaine qu'elle saurait apprécier l'opportunité que mon salaire d'entreprise lui offrait. Puis j'ai continué. J'ai expliqué que l'entreprise de mon mari traversait des difficultés financières depuis les 2 dernières années. J'ai précisé qu'il avait été honnête avec moi et que nous avions trouvé un arrangement. Je leur ai dit que je couvrais l'intégralité des frais de scolarité et de logement de ma belle-fille sous forme de prêt à mon mari, qu'il comptait rembourser lorsque son entreprise se rétablirait. J'ai clarifié que ma belle-fille n'était pas censée connaître cet accord parce que nous ne voulions pas qu'elle se sente coupable ou redevable envers qui que ce soit. Je l'ai félicité d'utiliser l'argent des entreprises pour pouvoir vivre sa vie et être aussi créative qu'elle le souhaitait. Sauf que maintenant, elle allait devoir trouver l'argent provenant de l'entreprise de quelqu'un d'autre, ou de son propre travail, pour payer ses études. Puis je me suis excusé et je suis rentré à l'intérieur. Mon mari est entré quelques minutes plus tard. Il m'a dit que ma belle-fille était montée dans sa chambre en courant et s'y était enfermée. Il m'a assuré qu'il ne m'en voulait pas parce qu'elle était allée beaucoup trop loin et que j'avais parfaitement le droit de me défendre. Alors que les derniers invités partaient, une mère est venue me dire discrètement que ma belle-fille avait été incroyablement impolie et qu'elle aurait fait exactement la même chose à ma place. Après le départ de tout le monde, ma belle-fille est sortie de sa chambre en criant contre moi. Elle affirmait que j'avais humilié mon mari devant tout le monde, que j'avais donné l'impression de jouer l'héroïne venue la sauver de la pauvreté, et que j'avais gâché sa fête de remise de diplôme. Mon mari lui a demandé d'arrêter. Il lui a fait remarquer qu'elle s'était attirée ça elle-même en me manquant de respect publiquement pendant des mois. Il a ajouté que si elle était assez mature pour aller à l'université, alors elle était aussi assez mature pour assumer les conséquences de ses paroles. Ma belle-fille a déclaré que nous étions horribles. Puis elle a fondu en larmes avant de retourner dans sa chambre. Depuis, elle ne m'a plus adressé la parole, et cela fait maintenant 3 jours. Le plus étrange, c'est que plusieurs amis de ma belle-fille ont ensuite contacté mon mari. Un ami proche, ou peut-être son petit ami, a envoyé un message disant que ce qu'elle avait dit pendant la fête n'était pas acceptable. 2 amis de longue date du lycée ont appelé pour dire qu'ils s'inquiétaient de son comportement. Ils ont expliqué qu'elle avait changé depuis qu'elle fréquentait ce nouveau groupe. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne chose, j'aurais pu rester dans la cuisine, j'aurais pu attendre pour lui parler en privé plus tard, mais j'étais fatigué d'être humilié dans ma propre maison. Fatigué que ma carrière soit traitée comme quelque chose de honteux. Et fatigué de devoir me taire pendant qu'elle insultait le travail que je fais et l'argent qui, littéralement, finance son avenir. Mon mari ne voulait pas que ma belle-fille soit au courant de l'accord financier, mais il pense qu'elle l'a cherché. L'université commence dans 3 mois. La partie sur le fait de ne pas payer, je n'étais pas sérieuse, à moins qu'elle ne change pas d'attitude. Je ne vais pas financer les études d'une personne qui dévalorise ce que je fais pour payer son éducation. Si elle ne se remet pas en question, mon mari me soutient dans l'idée de retirer mon aide financière et de la laisser chercher seule des solutions de prêts étudiants. Mise à jour 1. Pour remettre les choses dans leur contexte, tout cela s'est déroulé sur quelques semaines après ma publication. Pendant la majeure partie du temps, elle descendait seulement pour manger et éviter de regarder mon mari ou moi. Il a essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle répondait qu'elle n'avait rien à dire. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les problèmes financiers de l'entreprise de mon mari, voici tout ce que je sais. Tout a commencé il y a environ 2 ans et demi, lorsqu'un de ses principaux clients est passé chez un fournisseur plus important. Ce client représentait presque 30% de ses revenus. Il a essayé de compenser cette perte en développant une nouvelle gamme de produits, mais cela nécessitait un investissement initial qui n'a pas porté ses fruits comme prévu. Au moment où nous nous sommes mariés l'année dernière, il avait déjà du retard dans certains paiements envers ses propres fournisseurs. Il utilisait ses économies pour combler les pertes. Il m'a avoué qu'il avait honte de ne pas pouvoir payer entièrement les frais universitaires de sa fille.
Quand nous avons commencé à parler de ses projets d'études, j'ai proposé de l'aider. Nous avons organisé cela sous forme de prêt avec un plan de remboursement officiel. Il prévoyait de rembourser par petites mensualités, selon ce qu'il pouvait se permettre. Le plan était que ma belle-fille ne découvre jamais rien. Mon mari voulait qu'elle pense qu'il gérait tout lui-même afin qu'elle ne s'inquiète pas. Il estimait que financer ses études était sa responsabilité en tant que père. Mais il considère toujours que ce que j'ai dit était justifié, parce qu'elle s'est comportée de manière arrogante tout ce temps et qu'il était temps qu'elle revienne à la réalité. Pendant la 2e semaine, mon mari a dit à ma belle-fille que nous devions avoir une réunion de famille. Elle a essayé de refuser, mais il a insisté. Nous nous sommes tous assis ensemble et mon mari a commencé à parler. Il a dit qu'il fallait clarifier toute la situation. Il a souligné que ce qu'elle avait dit pendant la fête était irrespectueux et blessant, et qu'elle devait donc me présenter des excuses pour arranger les choses. Ma belle-fille ne s'est pas excusée. À la place, elle a défendu l'idée que j'avais exagéré ses opinions. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait le droit de critiquer la culture d'entreprise sans que cela constitue une attaque personnelle contre moi. Elle soutenait que j'avais pris quelque chose qui ne me concernait pas et que je m'étais posé en victime. Elle affirmait que j'étais hypersensible et incapable de supporter que quelqu'un remette mes choix en question. Pourtant, c'était bel et bien une attaque personnelle contre moi. Depuis le début, il y avait toujours des remarques sur ce que je faisais ou ne faisais pas. J'ai ajouté que si elle voulait avoir une conversation mature sur la culture du travail et le capitalisme, j'étais tout à fait prête à l'avoir. Mais ce qu'elle avait fait n'était pas un dialogue, c'était de la moquerie. Elle a levé les yeux au ciel. À ce moment-là, mon calme a disparu et je lui ai sèchement répondu qu'elle se comportait comme une enfant. Je lui ai dit qu'elle voulait être traitée comme une adulte prête à entrer à l'université, mais qu'elle n'assumait même pas ses propres paroles. Je lui ai dit que ses nouveaux amis trouvaient peut-être cool de mépriser les gens ayant des emplois traditionnels, mais que dans le monde réel, cette attitude vous faisait surtout passer pour quelqu'un de gâté et naïf. Ma belle-fille s'était déjà levée et a lancé que je n'avais aucun droit de lui faire la morale sur quoi que ce soit, que je n'étais pas sa mère et que je ne le serais jamais, que je pouvais garder mon argent, et qu'elle se débrouillerait seule pour l'université. Et elle a terminé avec cette phrase, « Peut-être que si tu n'avais pas perdu ta vraie famille, tu ne serais pas aussi désespéré de contrôler la sienne. » Mon mari s'est immédiatement levé et a exigé qu'elle s'excuse sur le champ. Ma belle-fille a commencé à pleurer. Elle a murmuré qu'elle ne voulait pas dire les choses de cette façon, mais elle ne s'est pas excusée, elle répétait simplement que tout cela devenait trop lourd et qu'elle avait besoin d'espace. Elle a pris son téléphone et quelques vêtements puis a quitté la maison. Mon mari l'a appelée plusieurs fois ce soir-là, mais elle n'a pas répondu. Vers minuit, elle a envoyé un message disant qu'elle resterait chez une amie et qu'elle était en sécurité. Elle n'est revenue ni le lendemain ni le surlendemain. Mon mari a appelé les parents de son amie pour vérifier qu'elle était bien là-bas. Ils l'ont confirmé. Je suis monté me coucher. Mon mari est monté plus tard et s'est assis à côté de moi. Il m'a dit qu'il était désolé et que sa fille avait franchi une limite, le commentaire sur l'accident était allé beaucoup trop loin. Ma belle-fille est restée absente pendant 5 jours. Pendant ce temps, mon mari et moi avons à peine parlé du sujet. Le 6e jour, elle est revenue. Nous étions tous les deux présents quand nous avons entendu sa clé dans la serrure. Elle est entrée avec un sac de linge sale, que nous étions censés laver pour elle, et elle venait aussi récupérer davantage de vêtements. Elle a commencé à monter les escaliers, puis elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée et m'a demandé si elle pouvait me parler seule. Mon mari nous a regardés et a dit qu'il allait travailler dans le garage. Elle s'est excusée pour ce qu'elle avait dit à propos de mon fils. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas d'y penser depuis cette nuit-là. Elle a reconnu qu'il n'existait aucune excuse pour évoquer quelque chose d'aussi douloureux simplement parce qu'elle était en colère. Je n'ai rien dit et j'ai attendu. Elle a admis qu'elle s'était comportée horriblement pendant des mois et qu'elle ne comprenait pas totalement pourquoi jusqu'à récemment. Elle a reconnu que ce qui s'était passé pendant la fête était impardonnable, elle détestait la manière dont elle m'avait traité. Puis elle m'a révélé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a avoué que pendant les derniers jours, elle n'était pas restée chez son amie, sauf les premiers jours. En réalité, elle séjournait chez sa mère. Je lui ai demandé quand sa mère était revenue dans sa vie. Elle a expliqué qu'elle lui avait écrit sur les réseaux sociaux environ 4 mois plus tôt. C'était exactement au moment où elle avait commencé à se comporter bizarrement, je pensais que c'était à cause de son nouveau groupe d'amis, mais cela expliquait beaucoup plus de choses. Je lui ai demandé si mon mari était au courant et elle a répondu que non. Elle ne lui avait rien dit parce qu'elle savait qu'il se mettrait en colère. Sa mère lui avait aussi demandé de garder leur contact secret pour le moment. Elle se voyait pour prendre un café ou déjeuner ensemble depuis plusieurs mois. Sa mère vivait de nouveau dans la région depuis environ 1 an maintenant. Elle avait un nouvel emploi et un nouvel appartement. C'était pour cela qu'elle voulait reconstruire leur relation. Je lui ai demandé pourquoi elle me racontait tout cela maintenant au lieu d'en parler à son père. Elle a répondu qu'elle ne savait pas comment le dire à son père. Elle avait peur de sa réaction, mais garder ce secret la détruisait intérieurement. Elle a admis qu'une partie de la raison pour laquelle elle avait été si hostile envers moi venait du fait que sa mère disait du mal de moi, et qu'elle avait l'impression de trahir sa mère en ayant une bonne relation avec moi. Il lui était plus facile de me repousser que d'affronter ce qu'elle ressentait réellement. Je lui ai dit qu'elle devait tout raconter à mon mari. Elle a accepté, mais a demandé que je sois présente, ce que j'ai fait.
Nous avons parlé avec mon mari immédiatement après. Ma belle-fille a pleuré pendant presque toute l'explication. Le visage de mon mari a traversé plusieurs émotions pendant qu'elle parlait. Le choc, la douleur, la colère. Il lui a demandé pourquoi sa mère revenait maintenant après 8 années de silence. Ma belle-fille a expliqué que sa mère lui avait dit qu'elle avait beaucoup travaillé sur ses problèmes et qu'elle était désormais prête à être une mère et à faire partie de la vie de sa fille. Mon mari voulait savoir de quel problème il s'agissait, mais ma belle-fille ne savait pas, ou ne voulait pas, lui donner plus de détails. Plus tard dans la soirée, mon mari et moi avons parlé dans notre chambre. Je l'ai vu plus en colère que jamais. Il disait que son ex-femme n'avait aucun droit de revenir dans la vie de sa fille après l'avoir abandonnée, qu'elle était partie juste après le divorce sans jamais se retourner. Elle avait ignoré les anniversaires et les fêtes. En 8 ans, elle avait envoyé exactement 4 cartes. Il se souvenait que ma belle-fille s'était endormie en pleurant un nombre incalculable de nuits parce que sa mère l'avait abandonnée. Puis nous avons reparlé du divorce, cela avait été horrible. Après la découverte de l'infidélité, de nombreuses manipulations et mensonges de la part de son ex-femme avaient également été révélés. Certains étaient liés à l'infidélité, d'autres à l'argent. Au cours des semaines suivantes, l'ambiance dans la maison était tendue, mais d'une manière différente. Ma belle-fille recommençait à dormir à la maison chaque nuit et n'était plus hostile. Elle avait l'air fatiguée et triste, mais avec une attitude différente. Selon elle, elle ne voyait plus sa mère après avoir compris comment celle-ci l'avait manipulée pour lui faire me détester. Cependant, nous avions un problème assez important. Une des choses que la mère de ma belle-fille avait faites avant de partir avait été de manipuler un des amis de mon mari pour qu'il se retourne contre lui. Ils étaient de très bons amis, mais elle lui avait monté la tête pendant des mois, lui faisant croire que mon mari avait été violent envers elle et que c'était pour cela qu'il devait prendre ses distances. Elle prétendait aussi que puisque le juge ne lui accorderait pas la garde complète, elle devait laisser sa fille derrière elle pour se sauver. Elle avait également tenté d'utiliser cet argument pendant le procès du divorce, mais elle n'avait pas été capable de prouver quoi que ce soit. Mon mari avait essayé de montrer l'absence totale de preuves derrière ces accusations, mais c'était tout. Il y avait eu tellement de manipulations de ce genre, qui avaient éclaté au grand jour pendant et après le divorce, ainsi qu'après la découverte de l'infidélité. C'est pour cela qu'il pensait que sa fille pouvait elle aussi être manipulée par sa mère. Ou pire encore, qu'elle utilisait des techniques de manipulation apprises auprès d'elle. Les fois où elle sortait, c'était soi-disant pour voir des amis. Mais un jour, mon mari a pris sa journée de travail et l'a suivie. Quand il est arrivé à l'endroit où ma belle-fille se rendait, il ne savait pas à qui appartenait la maison. Mais à distance, en voyant ce qui se passait, il n'a pas fallu longtemps pour comprendre. Après avoir attendu quelques minutes, il est sorti de sa voiture, a frappé à la porte, et il s'est retrouvé face à son ex-femme après je ne sais combien d'années sans l'avoir vue. Cela a immédiatement déclenché une dispute entre lui, son ex-femme et sa fille. Il traitait sa fille de menteuse parce qu'elle nous avait raconté toute une histoire déchirante sur le fait qu'elle avait été manipulée par sa mère, qu'elle avait enfin compris qui elle était vraiment et qu'elle avait décidé de couper les ponts avec elle, alors qu'en réalité elle continuait à aller la voir dans son dos. Sa fille lui a crié qu'elle avait le droit d'avoir une relation avec sa mère. Mon mari lui a répondu qu'elle avait parfaitement le droit de le faire, mais que nous mentir pour que nous lui pardonnions, et peut-être continuions à payer ses études, était complètement différent. Évidemment, ma belle-fille est immédiatement retombée dans son attitude arrogante, affirmant qu'il était injuste de lui retirer le soutien financier pour ses études simplement parce qu'elle voulait une relation avec sa mère, ce que tous les enfants désirent. Mon mari lui a répondu que ce n'était pas pour cela que nous retirions notre aide financière, et qu'elle savait très bien pourquoi nous le faisions. À ce moment-là, elle a compris, et il lui a dit en face que toutes les excuses des derniers jours n'étaient qu'un mensonge et qu'il ne croyait plus un mot de ce qu'elle disait. Et oui, ma belle-fille continuait à dire des choses comme le fait qu'elle essayait simplement de rééquilibrer la situation, parce que ce que nous avions fait n'était pas juste envers elle. Mon mari lui a répondu que ce qui serait juste, ce serait que sa mère paie désormais tous ses frais d'études. La dispute avec son ex-femme tournait autour des mêmes sujets, ainsi que d'autres problèmes encore. L'ex-femme trouvait elle aussi que la situation était injuste pour sa fille, ce qui confirmait clairement d'où venaient toutes ses idées depuis le début. Mais elle avait également ses propres reproches envers mon mari concernant ses problèmes personnels. Donc plusieurs disputes différentes éclataient en même temps. Quand il en a eu assez, il a dit à sa fille de ne pas revenir à la maison et que si elle avait besoin de récupérer quelque chose, elle devrait nous prévenir à l'avance afin que nous puissions lui ouvrir. Probablement que, lorsqu'elle reviendrait, sa clé ne fonctionnerait plus dans la serrure. Évidemment, elles ne l'ont pas laissé partir sans lui dire tout ce qu'elle pensait de lui, de moi et de toute la situation. Mais il est monté dans sa voiture et est rentré à la maison plus furieux que jamais. J'ai dû attendre environ 30 minutes avant qu'il se calme suffisamment pour me raconter tout ce qui s'était passé. Il a déjà changé les serrures de la maison, et elle ne sera autorisée à récupérer ses affaires que si quelqu'un est présent. Elle ne l'a pas encore fait, mais je suis certaine que nous aurons bientôt de ses nouvelles dans les prochains jours. Édition, désolé de ne pas avoir donné plus de détails, mais j'étais pressé le jour où j'ai écrit tout ça. Ma belle-fille prenait les transports en commun, plus précisément le bus, pour aller voir sa mère. Elle n'a pas de voiture. Ce à quoi je n'avais jamais pensé, c'est à quel point il est facile de suivre un bus.
On peut le faire de très loin puisqu'il suit littéralement toujours le même itinéraire. Il suffit de voir où la personne que vous suivez descend, et voilà. Maintenant je le sais, au cas où j'aurais un jour besoin de le faire. Autre précision concernant ce que ma belle-fille savait au sujet de sa mère, mon mari ne lui a jamais caché qu'elle avait été infidèle ou manipulatrice. Elle sait également qu'elle l'a abandonné, puisqu'elle a passé d'innombrables nuits à pleurer en souffrant de son absence. Nous pensons que son nouveau groupe d'amis l'a peut-être poussée à reprendre contact avec elle, ou alors qu'elle voulait simplement renouer avec sa mère. L'ex-femme de mon mari a repris contact avec lui. Demain, elles viendront récupérer certaines affaires de ma belle-fille parce que, je cite, « Elle gère maintenant la situation elle-même, puisque vous avez prouvé que vous êtes des adultes incapables de prendre soin des besoins émotionnels de ma fille. » D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. Voilà la vérité dérangeante. Ce commentaire. Celui qu'elle a lancé à l'OP pendant la réunion de famille. Ce n'était pas une opinion. Ce n'était pas de la frustration. Ce n'était même pas une adolescente qui perd le contrôle de ses mots dans le feu d'une dispute. C'était une arme. Une arme très précise, très délibérée. On ne vise pas accidentellement quelque chose d'aussi douloureux. On le fait parce qu'au fond de soi, on a calculé que ce serait ce qui ferait le plus mal. Cette phrase venait de quelque part. Les jeunes de 18 ans ne pensent pas naturellement comme ça. Quelqu'un lui a mis cette arme entre les mains. Quelqu'un qui connaissait le passé de l'OP. Quelqu'un qui, pendant 4 mois, lui a discrètement rempli la tête exactement avec le genre de poison capable de produire une phrase pareille. Sa propre mère lui a donné cette flèche et l'a dirigée vers l'OP. Et s'est dit, ah, honnêtement, c'est l'une des choses les plus dérangeantes de toute cette histoire. Pas la fête de remise de diplôme. Pas le drame autour des frais de scolarité. Ça, parce que l'OP a ouvert sa maison, son cœur et son portefeuille à cette fille. Et pour la remercier, elle a utilisé le fils décédé de l'OP contre elle. Il y a des choses dont on ne revient tout simplement pas. Et honnêtement, je ne lui en veux pas. Bon, retour à l'OP. Mise à jour 2. La mise à jour ne sera pas très longue parce que je compte seulement raconter ce qui s'est passé lorsque ma belle-fille et sa mère sont venues récupérer le reste de ses affaires. Je pensais que seule sa mère viendrait, mais elles sont venues toutes les deux. Même si, en réalité, c'est surtout la mère qui a monopolisé toute la conversation. Ma belle-fille se contentait principalement de récupérer ses affaires ou de rester dans un coin avec un air furieux. Nous pensons qu'elle a tout pris puisque la chambre est désormais vide. Les meubles sont restés uniquement parce qu'elle ne pouvait pas les emporter ou qu'ils ne les intéressaient pas. Maintenant, la partie intéressante. Pendant que ma belle-fille rassemblait ses affaires, sa mère l'aidait à peine. Elle passait surtout son temps à nous expliquer quel genre de personnes nous étions puisque, selon elle, nous avions réussi à pousser une adolescente aussi gentille que ma belle-fille à nous abandonner. J'avais énormément de questions à poser sur cette gentille adolescente, notamment pour savoir si elle était réellement présente avec nous et si sa mère pouvait la voir, mais je me suis retenu afin de ne pas empirer la situation ni faire monter davantage la tension. Une idée qui, en revanche, n'a absolument pas traversé l'esprit de mon mari. Il lui a répondu que ma belle-fille avait pris cette décision elle-même au moment où elle avait choisi de nous mentir. Maintenant, la partie drôle, ou plutôt surréaliste, de toute cette histoire, c'est que son ex-femme a essayé de porter un jugement sur nos compétences parentales. La même femme qui avait abandonné sa fille et qui n'avait assumé aucune de ses responsabilités pendant toutes ces années. Elle a dit quelque chose comme « Cette situation montre ton échec en tant que père, parce qu'en toutes ces années tu as seulement réussi à faire en sorte que ta fille te déteste. » La pauvre, elle a dû supporter tellement de choses tout ce temps, et maintenant elle est enfin libre. Sauf qu'elle aurait peut-être mieux fait de se taire, parce que mon mari s'est mis en colère et a répondu que toutes les deux avaient effectivement fait subir beaucoup de choses après le divorce. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il s'est souvenu qu'elle n'avait jamais payé de pension alimentaire pour sa fille, et que peut-être il était enfin temps de régler cette question une bonne fois pour toutes. Son ex-femme est devenue pratiquement silencieuse après ça, probablement en espérant qu'il oublierait cette idée. Elle a continué à dire quelque chose à sa fille concernant les affaires à prendre, mais elle n'avait plus l'énergie de se disputer. Cependant, une fois qu'elles ont quitté la maison, mon mari a appelé son avocat presque immédiatement et a commencé à lui poser des questions à ce sujet. Ils sont restés longtemps au téléphone, alors je suis allé m'occuper d'autre chose. Quand il a terminé l'appel, il m'a annoncé que c'était décidé, ils allaient engager une procédure judiciaire. En repensant à ce moment précis où son ex-femme a ouvert la bouche et a mis cette idée dans la tête de mon mari, j'ai également remarqué quelque chose chez ma belle-fille. Je pense qu'elle ne savait pas que sa mère ne payait pas de pension alimentaire. Ou alors sa mère lui avait fait croire qu'elle le faisait, parce qu'après ce silence, son visage donnait l'impression que toutes les pièces du puzzle venaient enfin de s'assembler dans sa tête. Pour mon mari, cela ne change pas grand-chose parce que, de toute façon, il fait surtout cela pour donner une leçon à son ex-femme. Maintenant qu'il connaît son adresse, il sera facile de lui faire parvenir les documents judiciaires. Il estime qu'il est injuste qu'elle ait pu partir, éviter d'élever sa fille, puis revenir une fois qu'elle est majeure pour l'emmener avec elle. Donc l'histoire est loin d'être terminée, mais mon mari m'a promis qu'il essaierait d'éviter que cela ne m'affecte davantage. Mise à jour 3. J'écris ceci comme une conclusion à mon histoire,
parce que j'espère qu'après cette situation tout reviendra à la normale et que nous n'aurons plus à parler de ce sujet. Mon mari a poursuivi son ex-femme pour les pensions alimentaires impayées, celles qu'elle n'avait jamais versées, et le juge a statué en sa faveur. 8 années de pension alimentaire représentent énormément d'argent si l'on tient compte de l'inflation et des intérêts. Cela représente une somme proche de 70 000 $, que son ex-femme peut payer soit en une seule fois, soit via un plan de paiement. Elle a choisi le plan de paiement parce qu'elle ne possède pas une somme aussi importante. Ma belle-fille, qui vivait chez sa mère jusqu'au moment où mon mari a poursuivi celle-ci en justice, a déménagé chez une amie de son nouveau groupe. Elle garde encore contact avec des amis provenant d'autres groupes, ce qui explique pourquoi nous savons que sa mère avait prévu de l'aider à payer ses études, en plus de quelques crédits étudiants que ma belle-fille devait contracter. Mais après le procès, sa mère lui a dit non. Nous ne savons pas si elle déteste mon mari, parce qu'honnêtement, elle aurait difficilement pu trouver une meilleure occasion d'utiliser cette situation comme arme contre lui. Mais à en juger par ce qui s'est passé ensuite, elle ne nous détestait pas encore totalement. Quelques semaines après son déménagement, et après avoir appris tout cela, elle est revenue à la maison pour nous présenter de « vraies » excuses, énormes guillemets autour du mot « vrai ». Son père ne les a pas crues, et moi j'avais déjà dépassé le stade où des excuses pouvaient réparer quoi que ce soit. Je ne suis même pas resté pour écouter la conversation et j'ai pensé qu'il valait mieux quitter la maison afin de les laisser parler seuls. Mon mari était d'accord. Quand je suis revenu, il m'a dit qu'il lui avait expliqué que nous ne l'aiderions plus financièrement et qu'elle devait chercher d'autres moyens de couvrir ses dépenses. Les mois ont passé et le procès s'est terminé, comme vous le savez déjà. Mais nous avons également découvert que ma belle-fille avait dû renoncer à son admission à l'université parce qu'elle n'avait pas l'argent nécessaire pour payer les frais de scolarité, ni la possibilité, ou peut-être l'envie, de contracter un prêt étudiant. Elle n'ira donc pas à l'université, du moins pour le moment, et elle a cherché un travail. Je pourrais faire beaucoup de blagues sur le fait qu'elle ait maintenant un emploi en entreprise, dire qu'elle l'a bien cherché, et bien d'autres choses encore, mais cela ne m'intéresse plus aujourd'hui. En réalité, je lui souhaite sincèrement de trouver sa voie d'une manière ou d'une autre, tant que ce chemin ne nécessite plus mon aide. J'étais heureuse de l'aider autrefois, mais ce n'est plus le cas. C'est aussi pour cette raison que je ne suis plus vraiment motivé à continuer à donner des nouvelles de ce qui se passe dans la vie de ma belle-fille et de sa mère. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. D'abord, Lope. La belle-mère. Elle a traversé quelque chose d'absolument dévastateur très tôt dans sa vie, elle a perdu son fils et son mari, elle s'est reconstruite à partir de rien, elle a retrouvé l'amour, elle a ouvert sa maison à une belle-fille qui n'était même pas liée à elle par le sang, et, discrètement, sans jamais chercher à être félicitée, elle payait des frais de scolarité à 58 000 $ par an. Et en retour, elle s'est fait publiquement humilier. Chez elle. Lors d'une fête qu'elle avait organisée. Franchement, je pense que la plupart des gens auraient craqué bien plus tôt. Maintenant, est-ce que ce qui s'est passé pendant la fête était la réaction la plus élégante? Probablement pas. Mais est-ce que c'était humain? Absolument. On ne peut sourire et ravaler sa colère qu'un certain nombre de fois avant qu'un jour, quelque chose finisse par sortir. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. La belle-fille, honnêtement, il y a des moments dans cette histoire où j'ai vraiment eu de la peine pour elle. Elle avait une mère qui l'a abandonnée, puis qui est revenue avec des techniques de manipulation, utilisant littéralement sa propre fille comme un pion. C'est sincèrement douloureux. Beaucoup de ces comportements prennent davantage de sens quand on découvre que sa mère biologique était revenue dans sa vie depuis 4 mois, lui montant discrètement la tête contre Lope. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un contexte. Mais voilà le problème, elle a eu plusieurs occasions de corriger le tir. Elle a eu une vraie conversation honnête. Elle a eu une réunion de famille. Elle a eu un moment pour présenter ses excuses. Et à chaque fois, elle a choisi sa fierté plutôt que la responsabilité de ses actes. Et au final, c'est ça qui lui a tout coûté. Le mari, lui, a géré la situation avec énormément de classe, honnêtement. Le procès pour pension alimentaire? Magnifique. Vraiment parfait. Son ex-femme a ouvert une porte qu'elle regrette probablement aujourd'hui. Quelles leçons tirées de cette histoire? Premièrement, le respect n'est pas automatique. Ça se mérite, et ça peut aussi se perdre. Deuxièmement, les personnes qui financent votre vie libre et bohème méritent probablement un minimum de décence humaine. Troisièmement, la manipulation a toujours une date d'expiration. À un moment ou à un autre, la vérité finit par éclater. Et quatrièmement, ne sous-estimez jamais une personne calme qui a été patiente pendant beaucoup trop longtemps. Certaines leçons, malheureusement, viennent avec un prix à payer. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.